oui, effectivement, il s'agit pour nous d'aller voir les rapports entre le Parti communiste et l'école, mais alors bien avant la création d'école de la nation, puisque notre objet, c'est la façon dont le tout jeune Parti communiste, hein, issu de la scission du Congrès de Tours à la fin de 1920, a abordé la question de l'école. Alors, je voudrais peut-être, dans un premier temps, ça me servira d'introduction, je voudrais dire un mot quand même sur ce qui nous a amené à travailler sur cet objet-là. Et notre premier travail sur les relations entre le Parti communiste et l'école, il était d'ailleurs lui-même antérieur, enfin, il portait sur une période antérieure à l'école et la nation. C'est un travail que nous avions mené, disons, entre 2015 et 2018 environ. Il portait sur la polémique qui a été lancée à partir de 1949 contre Célestin Freinet par la Nouvelle Critique et qui s'était effectivement prolongée au début des années 1950 avec peut-être de moins en moins de virulence au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, dans l'école et la nation. Et bon, je renvoie, je ne vais pas parler de ce travail, hein, je renvoie à la compte, enfin, je ne veux pas en parler très, très précisément, je vais vous en dire un ou deux mots parce que c'est un lien par rapport à, ça a un lien avec ce que notre travail actuel, mais je renvoie à la contribution que nous avons signée, André et moi, dans l'ouvrage Les gauches du gouvernement et l'école, un ouvrage coordonné par Ismaël Ferrat, qui est paru aux presses universitaires de Rennes en 2019. Et notre communication s'appelait une offensive communiste contre la pédagogie freinée, retour sur une controverse 1949-1954. Et je voudrais juste dire une chose qui a un rapport avec notre travail actuel à propos de cette communication, c'est que nous avions alors essayé de montrer que l'opposition du parti à Célestin Freinet, qui était lui-même adhérent au Parti communiste et depuis longtemps, depuis 1926, que cette opposition reposait au moins en partie sur des fondements théoriques, dont le concept de démo-élitisme qui a été forgé par André rend compte assez adéquatement. Alors, André, il en parlerait bien mieux que moi, mais ce concept de démo-élitisme n'est pas, comment dirais-je, n'a pas été forgé pour penser spécifiquement la position du Parti communiste relative à l'école. Hein, il a d'autres origines, si je puis dire. Mais la position du parti à l'époque peut être considérée comme une certaine version de ce que André appelle le démo-élitisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la démocratisation de l'école passe par la construction d'une école unique, permettant l'accès des enfants du peuple à une culture qui doit être évidemment critique, émancipatrice, et que seules des études secondaires, pourvu qu'elles soient réformées, peuvent donner. Alors contre Freinet, qui était lui plutôt un représentant, disons, de la culture primaire, s'exprimait là une véritable orientation de politique scolaire, c'est-à-dire l'élaboration d'un projet global d'organisation de la scolarité articulé à des finalités éducatives explicites et explicitement définies. Et la question que nous nous sommes posée, une fois ce travail terminé sur la querelle Parti communiste Freinet, la question que nous nous sommes posée alors était la suivante: quand et dans quelles circonstances le Parti communiste en est-il venu à définir cette orientation de politique scolaire? Et il nous a semblé, ça la réponse me semble assez peu contestable et puis assez bien documentée par ailleurs, que on peut assez aisément la dater du milieu des années 30, quand le parti abandonne la tactique classe contre classe au profit du soutien au Front populaire. Et s'opère alors ce qu'on pourrait appeler un tournant républicain du PC, unité d'action avec la SFIO, réconciliation du drapeau rouge avec le drapeau tricolore, adjonction du F pour français à PC, donc qui devient, et qui ne devient donc qu'à ce moment-là PCF, et puis sur le plan scolaire, j'y reviendrai peut-être dans la conclusion, soutien à la politique de réforme entamée par Jean Zay à partir de 1936, la politique de réforme de l'éducation du Front populaire, réforme qui visait à substituer une organisation à substituer à une organisation en ordre scolaire séparé, primaire et secondaire, une organisation en degrés.
Mais une fois qu'on on s'est accordé là-dessus, et encore une fois, c'était assez facile de s'accorder là-dessus, une deuxième question s'est posée à nous. Qu'en fut-il des relations entre le PC et l'école avant ce tournant républicain, c'est-à-dire avant le milieu des années 30? D'où la mise en chantier d'un nouveau travail dont nous vous présentons là les grandes lignes et qui donnera lieu d'ailleurs à une publication développée dans la revue Histoire d'éducation, nouveau travail qui porte sur les positions du PC relatives à l'école dans la période antérieure au milieu des années 30, c'est-à-dire dans la période qui va de la naissance du parti, donc les années 20, le tout début des années 20, jusqu'à 1934. Et c'est donc ce travail-là que nous allons présenter. Et la première remarque que nous pouvons faire à cet égard est que dans l'abondante historiographie scientifique sur le PC, la place dévolue à l'école apparaît pour cette période assez réduite, et même très réduite. Alors que pour la même période, d'autres politiques spécifiques, économiques et sociales, agraires, culturelles, coloniales, ont fait l'objet d'études substantielles. C'est-à-dire qu'il existe, en somme, ce qu'on peut appeler un trou historiographique. Et un trou historiographique qui s'explique, je pense, en grande partie par la réalité elle-même. C'est-à-dire que de fait, bien que les premiers secrétaires généraux du jeune Parti communiste étaient instituteurs, et bien qu'en 1920, près de 20% des membres du comité directeur appartiennent à cette catégorie professionnelle, eh bien, les questions scolaires, pour autant, ne semblent pas constituer une préoccupation centrale de cette organisation. Et elles n'apparaissent d'ailleurs dans aucune des 21 conditions posées par l'international et qui avaient été adoptées par les scissionnistes du Congrès de Tours. Et c'est d'autant plus intéressant de le noter, que au cours de cette même période, il existait en France un débat très vif sur les réformes scolaires à accomplir, et notamment sur le projet d'école unique, et que même des changements significatifs commençaient à s'opérer. La commission de l'école unique est installée en 1924, la politique dite de l'amalgame, c'est-à-dire la réunion dans une même classe d'élèves du secondaire et d'élèves du primaire supérieur, hein, pour compenser, si je puis dire, le déficit démographique dû à la Grande Guerre. La suppression des programmes spéciaux des classes élémentaires des lycées et collèges, il y a bien toute une série de mesures qui se mettent en place. Or, tout se passe comme si le PC restait en quelque sorte à la marge de ce mouvement et à la marge de ces débats. Et il n'y a pas en matière d'école et d'enseignement, pour l'époque, et ça, une ligne politique repérable de la jeune organisation communiste. Néanmoins, dans l'ensemble du mouvement ouvrier, et depuis la fin du 19e siècle, se sont affrontés, et même parfois mêlés, sur cette question de grands types d'approches, de logique. De logique que notre collègue, et au demeurant ami Frédéric Moll, a de façon heureuse caractérisé ainsi une logique du pari et une logique du soupçon. Je renvoie à l'ouvrage de Frédéric Moll, hein, L'école laïque pour une république sociale, paru aux presses universitaires de Rennes en 2010, voire notamment le chapitre 1, et surtout à partir de la page 48. Alors, logique du pari, logique du soupçon. La logique du pari est exemplairement incarnée par Jaurès, qui reste d'ailleurs une référence du nouveau Parti communiste. Hein. Jaurès, évidemment, n'a pas ignoré l'existence de la lutte des classes au sein même de l'institution scolaire réelle. Mais il pensait, c'est pour ça qu'on peut parler de logique du pari, il pensait néanmoins que l'instruction dispensée par l'école républicaine pouvait participer, je cite Jaurès, de l'élévation générale du niveau de la démocratie. Et pour lui, au fond, il s'agissait de distinguer l'idée d'école républicaine et les promesses qu'elle portait en germe, et d'autre part, la réalité d'une école actuellement soumise à la bourgeoisie, et ainsi empêcher
ou partiellement empêché d'accomplir sa vraie destination. Ça, c'est la logique du pari. Il y a quand même un pari sur les possibilités émancipatrices de l'école, en tout cas, compte tenu du principe même qui avait présidé à sa mise en place à la fin du XIXe siècle. À l'opposé, la logique du soupçon, elle est incarnée exemplairement par Jules Guesde et par le grand guédiste en général. En effet, même s'il est arrivé à Guesde de concéder que l'instruction pouvait, à certaines conditions, conduire à l'émergence d'une pensée critique, libératrice, pour lui, la réalisation de l'émancipation sociale par la Révolution restait le préalable à toute véritable émancipation intellectuelle. C'est-à-dire que tenant au fond d'une vision anti-intellectualiste, ouvriériste, Guesde estimait par ailleurs qu'avec la laïcisation de l'enseignement, c'est, je le cite, un article qui date de 1887, la foi capitaliste qu'il s'agit de mettre dans le cerveau de la France ouvrière à la place de la foi chrétienne. C'est un type de position qu'on retrouvera d'ailleurs dans la bouche de certains dirigeants communistes dans les années 20. À proximité de cette conception guédiste, il y a une sensibilité d'orientation anarcho-syndicaliste qui est encore plus radicale, en quelque sorte, qui accentue cette logique du soupçon, en considérant qu'il n'y a absolument rien à garder de l'école en régime capitaliste, là où les guédistes pouvaient quand même encore parfois lui reconnaître un rôle et tenter d'améliorer son fonctionnement, hein, par exemple en s'intéressant aux conditions matérielles de la scolarisation ou en défendant par exemple les cantines. Et la question au fond que nous nous sommes posée, c'est entre ces deux logiques dominantes, repérables dans le mouvement ouvrier en matière scolaire, hein, la logique du pari, la logique du soupçon, est-il possible de discerner un positionnement quelque peu explicite du Parti communiste, hein, de la section française de l'Internationale communiste, la SFIC, lors du tout début de la décennie 1920? Comment ce positionnement, à défaut d'être peut-être une véritable politique scolaire, évolue-t-il au gré de quelles influences, de quelles luttes internes, externes, pendant les 3 premières années d'existence du parti, première phase, 1921-1924, puis deuxième phase, avec le tournant de la bolchevisation, à partir de 1924, et troisième phase, enfin, l'autre tournant, le tournant républicain, correspond à le soutien au soutien au Front populaire à partir de 1934. Il y a donc un cheminement qu'il faut repérer, qui n'est pas tracé d'avance. André vous l'expliquera très bien. Un cheminement de ce jeune parti communiste dans le domaine de l'école et de l'enseignement, c'est lui que nous nous proposons d'interroger et c'est lui dont André va vous expliquer un peu en détail, autant qu'il est possible, les grandes lignes. Et donc je lui souhaite tout le bonheur possible, mais je lui laisse aussi. Je sais, Pierre. Je lui laisse aussi la parole. Voilà. Tu ne me veux que du bien, comme moi d'ailleurs. Et bon, merci. Je vais enchaîner sans plus attendre, hein, autour donc de cet objet qui est le nôtre, le Parti communiste à la recherche de sa politique scolaire. Hein. Les 3 temps ont été annoncés par Pierre, donc je ne les réexplicite pas. Je nous excuse de ne pas avoir préparé de PowerPoint, mais c'est le cas. Nous parlons comme ça sans support visuel. Je voudrais peut-être préciser nos sources quand même, qui sont multiples, puisque nous les avons trouvées aux Archives nationales, nous les avons trouvées également dans des fonds d'archives se situant aux archives départementales de Seine-Saint-Denis à Bobigny, aux archives municipales de Saint-Denis avec le fonds Georges Cognot, et également avec les archives en ligne du fonds Pandore de l'Université de Bourgogne. Nous avons eu en main aussi un certain nombre de brochures sur lesquelles nous appuyons notre essai de démonstration. Donc 3 temps, j'aborde le premier, la période 1921-1924, oscillation permanente et délégation au syndicat.
premier moment, je vais essayer d'être synthétique pour ne pas trop mordre sur les 40 minutes qui nous sont allouées. Je crois que nous pouvons parler des enseignants syndicalistes révolutionnaires dans un nouveau parti en ébullition. Un parti qui est caractérisé par une très grande diversité socio-professionnelle et par une effervescence intellectuelle et idéologique réelle. Alors, du côté des enseignants, cette effervescence intellectuelle, cette effervescence pédagogique va se manifester très vite. Alors, je ne reviens pas, parce que je le considère connu, sur la scission syndicale qui fait suite un an après à la scission de Tours et qui divise une CGT, bon, qu'on va appeler maintenue, et une CGTU qui abrite une fédération de l'éducation, de l'enseignement, pardon, fédération unitaire de l'enseignement, dans laquelle on retrouve ces syndicalistes révolutionnaires, ces enseignants syndicalistes révolutionnaires, alors que le gros des troupes, instituteurs et institutrices, a adhéré en 1920 au SN, sur d'autres bases idéologiques. Alors, comme exemple de cette effervescence pédagogique, intellectuelle, on peut citer François Bernard, Marcel Boubou, qui s'emploient à des recherches sur l'école dans le monde. Louis Boutreux, qui va bientôt être à la tête de l'Internationale de l'enseignement, lui se consacre à la rénovation des méthodes d'enseignement de l'histoire. Gabrielle Bouet, épouse du secrétaire général de la Fédération Louis Bouet, participe activement aux travaux de la commission pédagogique et avec Edmond Bazot, elle développe des idées sur la lecture et les bibliothèques. On pourrait citer aussi beaucoup d'institutrices qui participent à cette effervescence pédagogique, mais aussi qui sont tenantes de féminisme. Et une des figures marquantes, c'est Marthe Bigot, qui a été engagée pour la coéducation et l'éducation sexuelle, qui participe à la commission centrale pour le travail parmi les femmes et qui est une institutrice parmi ces instituteurs et institutrices se situant à l'avant-garde dans tous les domaines, en particulier dans celui de la pédagogie. Donc on peut constater que la jeune organisation née à Tours s'avère d'abord foisonnante d'idées sociales et éducatives, loin de l'uniformité. Et on peut parler d'une brèche des possibles à ce moment-là, 1921-1922. Et deuxième point de cette première partie, nous avançons l'hypothèse que se produit dans cette période, avant la bolchevisation, donc, une forme de délégation au syndical. En l'absence de politique scolaire émanant d'un comité directeur, ça s'appelle encore comme ça, du PCFIC, en l'absence de politique scolaire effective, eh bien, il revient à l'organe central, l'humanité, de déléguer à des syndicalistes révolutionnaires communistes, notamment Louis Bouet, d'intervenir sur les questions scolaires. Donc, hypothèse d'une délégation initiale de responsabilité en matière scolaire, du politique vers le syndical, alors d'abord à l'échelon national. Si on consulte la collection de l'humanité de cette période, on s'aperçoit qu'elle se fait l'écho des revendications corporatives des enseignants français et confie des rubriques à certains syndicalistes, notamment à Louis Bouet, qui, alors qu'il était ex-secrétaire général de la Fédération de l'enseignement, puisqu'il avait quitté ses fonctions en 1922, il est chargé en 1922 de tenir une rubrique enseignement dans l'UMA, et il avait aussi à ce moment-là déjà démissionné du comité directeur du PC. Alors j'ai recensé 17 mentions de son nom dans l'UMA au cours des années de l'année 22 et 27 en 1923. Très peu de ces contributions concernent le fond politique des problèmes éducatifs et scolaires. C'est plutôt des interventions sur des aspects conjoncturels liés à la répression. Alors, je pourrais citer un article du 8 janvier 1922, un autre du 5 juin de la même année sur les palais scolaires et leur dégradation. Autrement dit, nous trouvons plutôt en présence de critiques et déplorations relatives à l'état de l'école française
et à la politique gouvernementale de type que j'appellerais réactif syndical que de propositions pour une réforme scolaire proprement dite affirmatrice d'une ligne offensive. Alors, un autre des articles de l'UMA sans doute révélateur de ce positionnement est celui du 4 août 1923, où Bouet expose sans difficulté apparente dans l'organe central les points du rapport établi par le minoritaire non communiste Jean Cornec, qui sera bientôt secrétaire général en titre de la Fédération unitaire de l'enseignement, définissant l'orientation et l'organisation de l'organisation enseignante de la CGTU dans la perspective de son prochain congrès. Mais parmi ces notions, il n'y en a qu'une qui est favorable, semble-t-il, à l'école unique, puisqu'elle dit « en vue de l'unification des ordres de l'enseignement », qui est délibérément politique au sens de politique scolaire, au sens où nous l'entendons, et apparemment, cela passe très aisément dans l'UMA. Troisième point, une délégation au syndical qui se fait également à l'échelon international, et là c'est extrêmement important, me semble-t-il, puisque l'international de l'enseignement a d'abord été dirigé par un Français, elle a eu trois dirigeants successifs français, Louis Boutreux, qui n'est pas communiste, et qui se situe dans une organisation dont la doctrine principale est celle de l'éducation rationnelle et humaine, ayant pour objet d'éveiller chez l'enfant l'esprit critique sans considération d'aucune opinion philosophique ou politique. Alors, c'est une position qui est exprimée dans l'UMA. À cette position s'oppose la ligne russe, dans l'organisation internationale, d'une école de classe fondée sur une critique radicale des contenus de l'école en régime capitaliste. Nous retrouvons là la logique du pari et la logique du soupçon dont Pierre a parlé en introduction et qui organise, si vous voulez, la confrontation dans notre propos. Alors, le débat dure dans l'international de l'enseignement jusqu'au triomphe de cette ligne russe en 1924, au congrès de 1924, où Boutreux va être remplacé par un communiste cette fois, et un communiste qui est favorable à la ligne pro-russe et qui sera Léon Vernochet. Mais en 1922 et 1923, l'humanité se garde de trancher entre les deux lignes. Les deux lignes sont successivement exposées à part égale, nous semble-t-il, dans l'humanité. Et nous pouvons parler, quatrième point de ma première partie, à ce titre, d'oscillation dialectique de l'humanité pendant cette période. Donc je pourrais en donner de multiples exemples, notamment au travers d'un article de Marthe Bigot du 3 juillet 1921. Je n'ai pas le temps de détailler, on y reviendra peut-être plus tard, mais globalement dans cet article, elle fait une critique dirimante de l'école bourgeoise, avec une problématique de genre d'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, et c'est tout à fait innovant, en effet, mais elle conclut son article, elle n'est pas tout à fait du côté de la table rase, donc d'une logique du soupçon radicalisé, puisqu'elle conclut son article en disant « Nous avons besoin de connaître ce que nous trouverons devant nous à un moment donné, nous devons l'avoir étudié pour savoir ce qui sera capable d'être encore utile. » Donc un noyau dur, conservable et devant être dépassé dans la suite. Même chose par rapport aux réformes réactionnaires du ministre Léon Bérard en 1923, où on trouve des articles de défense du certificat d'études tel qu'il existait. Voilà. On pourrait en montrer aussi des exemples autour de la question coloniale. Je crois que je n'ai pas le temps de détailler. Alors, quant au thème de l'école unique, il se trouve en filigrane du débat public sur l'école depuis la fin 1918. Pierre l'a exposé dans l'introduction. Et là, les positions aussi par rapport à l'école unique sont à ce moment-là oscillantes dans l'UMA. En effet, le 14 juin 1922, numéro du 14 juin 1922, on trouve à ce propos que école unique, ce sont là des mots vides de sens
tant que durera le capitalisme. Par contre, une semaine plus tard, le 21 juin, Charles Lucy rend compte des interventions d'un député communiste à la Chambre, le député Au Soleil, hein, qui, lui, développe une proposition plus favorable à l'école unique et qui sera plus tard, hein, ce qui deviendra plus tard, la ligne du parti sur la question. Mais qui n'est pour l'instant, à ce moment-là, qu'une position particulière. Deuxième temps, et je ne voudrais pas trop déborder hein, sur le temps qui m'est imparti, la bolchevisation, ses conséquences, ses contestations entre 1924 1928, 1929. Hein. Alors, ces oscillations de l'humanité vont bientôt s'estomper à partir de janvier 1924, lorsque commence à être mis en place le tournant dit de la bolchevisation. Donc, je n'ai pas besoin de rappeler en quoi il consiste. Homogénéiser les partis se réclamant de l'idéologie communiste, les rendre à 100% léninistes, conquérir complètement les organisations syndicales révolutionnaires, ça c'est très important, et je crois qu'il s'agit là d'inverser le rapport de prédominance du syndical par rapport au politique, de manière que le politique prenne le pas hein, sur le syndical. Alors, là, on va trouver aussi plusieurs points à développer. Hein. Au-delà même de l'école, la conception d'une éducation communiste globale de classe. Hein. Alors, je l'ai dit, la ligne pro-russe a triomphé à l'international des travailleurs de l'enseignement, à son congrès de Bruxelles d'août 24, et Vernochet a pris la place de Boutreux. Et Vernochet, il est partisan de cette thèse hein, de école et éducation de classe. Donc, tendant vers, fermement vers la logique du soupçon, et ce sont ces expressions et ces analyses qui s'affirment dans le discours de l'humanité et des autres publications communistes à partir de 1924-1925. Alors, parmi les autres publications, comme vous le savez, on va trouver les cahiers du bolchevisme, hein, à partir de 1924, qui remplacent le bulletin communiste antérieur. Et dans les cahiers du bolchevisme, dans le numéro 11 du 21 novembre 1924, on a l'exposé d'un programme d'éducation communiste afin que l'enfant arrive à comprendre la structure de la société actuelle et la nature de la lutte qui y existe. Il faut détruire l'action de l'éducation bourgeoise, de son école, du bistrot, du cinéma, du concert et des parents surtout. D'où la volonté d'organiser des classes du soir où les enfants prépareraient leurs devoirs sous notre direction. Il faut que le parti s'intéresse un peu plus à ce front d'instruction et d'éducation communiste. Donc, il y a là réclamation d'une politique éducative et partant d'une politique scolaire, hein, mais qui n'était pas encore en place. On pourrait donner des exemples dans les cahiers de 1929 d'une critique de la pédagogie à connotation d'autonomie de l'élève quand elle est pratiquée dans le cadre bourgeois. Et puis aussi un appui et une volonté de développement des organisations d'enfants. Les organisations d'enfants, comme pour la France, la Fédération des enfants ouvriers et paysans, qui pratique la méthode des activités multiples et des cercles culturels, et qui a une revue qui s'appelle la revue Camarades. On est donc bien en présence de la volonté de mettre en place un projet éducatif global. Le monde nouveau demande des hommes nouveaux qu'il faut former de toutes pièces dès la petite enfance. Deuxième point, dans cette période, un parti de plus en plus aligné sur les conceptions de l'international communiste. Hein. Alors l'idée d'une école rationnelle et humaine dont j'ai parlé précédemment, ou celle d'une école bourgeoise admettant dialectiquement sa critique de gauche, est en voie progressive d'abandon. Hein. Il y a encore des secteurs dans le parti, et notamment des journaux locaux, qui se réclament encore de cette logique du pari, mais le parti, la direction du parti est amenée à les rappeler à l'ordre. Et alors de même, à l'intérieur du syndicalisme, à l'intérieur de la Fédération unitaire de l'enseignement, comme vous le savez, les dirigeants
Bouet, Domengès, Céret, Bernard, etc., qui sont des communistes, se trouvent en opposition avec les communistes partisans de la ligne internationale, hein, autour de la minorité oppositionnelle révolutionnaire, hein, la MOR, MOR, hein, et il y a donc des polémiques et des luttes très vives à l'intérieur du courant syndical, mais les dirigeants syndicaux majoritaire dans la Fédération de l'enseignement, minoritaire à l'intérieur de la CGTU, restent communistes jusqu'à la fin des années 20, mais ils sont en opposition et ils sont du côté de la logique appelée par nous, et sur la base de Frédéric Moll, logique du pari. Donc, avec la bolchevisation, hein, c'est plutôt la ligne anti et la logique du soupçon qui prennent le pas sur l'autre. Hein. Si je cite Danielle Tartakovsky dans un texte un peu ancien, elle dit « La lutte anti se trouve à ce point privilégiée qu'elle en devient presque exclusive ». Troisième et dernier temps, je vais essayer d'aller vite. Hein. Donc, le front unique à la base, ses traductions dans les analyses de l'école, 1929-1933. Bon, on a pu parler d'un nouveau tournant à ce moment-là, donc je ne sais pas si c'est l'approfondissement de la bolchevisation ou vraiment un nouveau tournant, mais avec la stratégie de front unique à la base, hein, on est dans la poursuite de la logique qui s'est amorcée avec la bolchevisation. Donc, premier temps, un renforcement de la logique du soupçon. Cette logique du soupçon à propos de l'école, elle se caractérise par la création de nouveaux outils didactiques destinés à subvertir ceux existants dans l'école d'État, et notamment les cahiers de contre-enseignement prolétarien, hein, dont les cahiers du bolchevisme font la promotion à partir de 1931. Alors, quelques titres hein, dans cette collection des cahiers d'enseignement de l'enseignement de contre-enseignement prolétarien, pardon, littérature et lutte de classe, à propos des exemples de Lavard, de Molière, les causes profondes de la Révolution française, les manuels d'histoire et la guerre impérialiste, Marx et l'éducation, le pétrole, les organisations d'enfants. Hein. Vous voyez, d'après ces cahiers, hein, il faut affirmer le caractère de classe de l'enseignement des écoles bourgeoises, des écoles du capitalisme en décomposition, et se tourner vers l'instauration d'un véritable enseignement révolutionnaire conforme à la vérité matérialiste. Il faut citer au passage le cahier de Joseph Boyer sur l'école laïque, hein, l'école laïque bourgeoise contre la classe ouvrière révolutionnaire. Et on y lit une argumentation complètement logique du soupçon radicalisé. Hein, voilà. Et lors du cinquantenaire des grandes lois scolaires républicaines organisées de concert par la Ligue de l'enseignement, le SNI et le gouvernement, le PC redouble d'attaques contre l'école d'État. Il promeut le pamphlet de Boyer et s'exprime par la voix de Georges Cognot, hein, contre l'école laïque assimilée à l'école bourgeoise. Alors, deuxième temps, et je vais bientôt céder la parole à Pierre pour la conclusion, une exaltation du contre-modèle soviétique d'école. Alors, Georges Cognot, dont je viens de parler, est à ce moment-là l'étoile montante du Parti communiste en matière de questions scolaires. Hein. Il va accumuler les responsabilités et d'abord, il est élu en remplacement de Vernochet, qui ne fait plus l'affaire à ce moment-là. Il est élu secrétaire général de l'ITE, de l'Internationale des travailleurs de l'enseignement, à l'occasion du congrès de Hambourg de cette organisation, 15 août 1932. Cognot est beaucoup intervenu dans les cahiers du bolchevisme, il a critiqué à son tour l'école unique et il a aussi refusé
toute idée de possible avancée démocratisante dans le contexte bourgeois, je le cite. La question essentielle est de savoir qui tient l'enseignement en main et quel est le contenu de l'enseignement. Les projets d'école unique n'ont pour but que d'assurer un meilleur rendement de la machine à extraire et à séparer les masses laborieuses, les serviteurs les plus haut placés et les valets corrompus de la bourgeoisie. Donc logique du soupçon, mais parallèlement à cette logique du soupçon, le PC exalte un contre-modèle soviétique qui est en positif, alors celui-ci, et donc propose à travers ce contre-modèle une forme de politique scolaire plus affirmée. Alors on va en voir des traces de cette exaltation dans le bulletin intitulé « Pédagogie soviétique, bulletin mensuel d'information pédagogique pour les pays de langue française ». Ce bulletin est d'abord dirigé nommément dans les 2 premières années, 1933-1934, par Célestin Freinet et Marcel Boubou. Voilà, on y voit l'exaltation du contre-modèle soviétique, je ne le décris pas, et je crois qu'on peut parler d'un imaginaire scolaire communiste qui se met en place à travers cela. Une citation de Paul Vaillant-Couturier se rapportant à la ville soviétique idéale est la suivante: la ville socialiste groupe ses hauts bâtiments autour de l'école. Et tout est école, depuis l'usine jusqu'au club, au théâtre, au cinéma et au parc de culture. La radio, enfin, diffuse la science partout. Dernier point, et un petit peu débordé, mais je passe la parole à Pierre juste après cela. Donc, on voit qu'avec la stratégie du front unique à la base, à partir de 28-29 et dans les années 30, début des années 30, c'est la logique du soupçon radicalisé qui domine. Cependant, il y a un contrepoint à cet aspect, c'est le développement de logiques ou de politiques scolaires municipales dans les municipalités gagnées par les communistes aux différentes élections. Je n'ai pas le temps de détailler. Et la mise en place d'un programme municipal communiste en vue des élections de 1929 notamment, qui met l'accent sur les bâtiments scolaires, sur la gratuité de toutes les fournitures scolaires, sur le développement de l'enseignement professionnel, des cours d'enseignement manuel et ménager, division sexuelle encore en vigueur à l'époque, création de maisons du peuple. Et donc, il y a là une politique scolaire municipale qui va se concrétiser. Et nous en parlions juste avant de commencer avec Stéphane, mais c'est dans les années 1933, la sortie de bâtiments scolaires dans les municipalités communistes, comme le groupe Karl Marx à Villejuif, construit sur les plans de l'architecte André Lursa, et qui est promu par l'UMA. Et je termine par là, par un article du 12 juillet 1933, il y en a plusieurs, mais nous avons retenu, Pierre et moi, celui du 12 juillet 1933, qui publie une interview de J, c'est comme ça dans l'UMA, au lieu de G, Cognot, par Aragon, sous le titre « Qu'enseignera-t-on à Villejuif ?» Donc, on a dans cet article à la fois l'affirmation d'une politique scolaire par la rénovation des bâtiments et la dénonciation des propos du ministre de l'Éducation, qui est déjà national, puisqu'elle est éducation nationale depuis 1932, Anatole de Monzy, qui lui parlait de murs qui ont fait leurs preuves, donc se référant à des écoles anciennes et non pas de modernisme scolaire. Donc on a cette exaltation-là, mais Cognot parle en même temps, dans le même article, du contenu de l'enseignement, et pour lui, le contenu de l'enseignement restera bourgeois tant que la bourgeoisie restera maîtresse du pouvoir. Donc on a là, si vous voulez, en 1933, à la fois
un début d'affirmation de politique scolaire, et puis allant dans le sens d'une logique du pari, hein, puisque c'est bien sous le régime capitaliste que ces écoles nouvelles voient le jour, et puis du point de vue du contenu, un maintien de la politique du soupçon radicalisée. Donc dans ce paysage structuré par l'idée d'un affrontement entre l'école bourgeoise et l'école soviétique, un petit bouger peut être opéré. Si le PC ne s'est pas encore doté centralement d'une politique scolaire nationale, ces politiques municipales, véritables enclaves de réalisme scolaire et pédagogique, sont l'occasion d'un réformisme officieux, pourrions-nous dire. Et là, je passe la parole à Pierre pour la conclusion ultime. Merci, hein, je ne pouvais pas faire beaucoup plus court. Bon, n'oubliez pas que c'est 40 minutes et quelques là, hein, voilà. Ouais. Et quelques, pas trop. Oui, ma conclusion sera assez rapide. Je ne suis pas sûr qu'elle soit ultime, hein, mais je vais essayer aussi d'être bref. Je vais d'abord, dans un premier temps, essayer de résumer un peu brièvement, hein, ce qu'on a vu, parce qu'André a montré, c'est la période qui va de 21 à 24, il y a effectivement dans cette période une importance de la question éducative, hein, qui est régulièrement affirmée par les dirigeants communistes, hein, et notamment avec l'importance donnée au groupe d'enfants dont André a parlé. En revanche, s'observe une quasi-absence de textes programmatiques centraux exprimant ce qu'on a appelé une politique scolaire proprement dite, hein. Et il faut attendre donc la séquence historique suivante pour voir s'opérer un renouvellement profond. Et au fond, un renouvellement qui voit la tactique classe contre classe céder le pas à la perspective de front populaire, hein. Alors, dans l'enseignement, il y a à nouveau une fusion entre les unitaires de la Fédération unitaire d'enseignement et la Fédération générale de l'enseignement, à grande majorité SNI, hein, en 1935. L'humanité salue désormais les responsables de la Fédération générale d'enseignement et du SNI comme, je cite, d'actifs et loyaux militants du Front populaire qui, je continue de citer, ont travaillé effectivement, efficacement à la réalisation de l'unité syndicale. C'est-à-dire, vous voyez, un changement radical de tonalité par rapport à la période immédiatement antérieure que André a détaillée, hein. Jusqu'en mi-juin 1934, hein, était prôné le seul front unique à la base, hein. Là, on a complètement changé de perspective. Et au cours de la période du gouvernement du Front populaire, c'est-à-dire de 36 à 38, le soutien, sans participation certes, mais le soutien du PC se manifeste, comme je l'ai déjà évoqué dans l'introduction, en matière scolaire, par l'appui apporté aux décisions et au projet de réforme du ministre radical Jean Zay, hein, la scolarité obligatoire allongée à 14 ans et les tentatives faites par Jean Zay d'instaurer quelque chose qui ressemble à une école unique, hein. À la séance du comité central du Parti communiste du 23 juillet 1937, Cognot exprime la position suivante à propos du projet Jean Zay. Je cite, hein, une mesure démocratique conséquente, hein, une réforme qui a tendance à faire reculer le privilège de l'argent devant les droits de l'intelligence, et, je continue de citer, qui tend à traduire en actes de revendication chers à la classe ouvrière et à tous les travailleurs du pays. Allant plus loin dans la formulation programmatique, Cognot ajoute « Je vous le demande, pourquoi serait-il impossible d'ouvrir le soir en fin de semaine ce que j'appellerais quant à moi des lycées ouvriers ou des lycées populaires ouvriers, dans lesquels nous prendrions les meilleures forces de nos jeunesses françaises, jeunesse communiste, jeunesse socialiste, jeunesse radicale, c'est l'union, hein, jeunesse chrétienne, jeunesse ouvrière et paysanne, auxquelles on a fermé les portes de l'école parce que leurs parents étaient trop pauvres, hein. » Oui, là, vous avez fait par rapport aux positions de Cognot à la fin des années 20, dont André a parlé, vous avez un renversement qui me semble quand même assez complet, hein. Et c'est cette même ligne politique qui est approfondie sous la résistance, sous l'occupation en 1943, sous la plume du même dirigeant, Georges Cognot, hein, dans la brochure intitulée « L'esquisse d'une politique française de l'enseignement » présentée par le PCF au groupement de la résistance, hein. Et par-delà les critiques, qui continuent d'exister bien sûr, sont alors reconnues à l'école
républicaine traditionnelle, on va dire, des vertus humanistes, hein, qui, malgré tout, était, je cite Cogno, formatrice d'esprit critique et institutrice de la raison. Hein. Alors, en s'inspirant, au fond, du contenu un peu à tournure polytechnique et des méthodes, notamment le self-government du modèle soviétique, hein, l'école doit désormais regarder vers un enseignement réel du second degré pour tous, version communiste du dermo-élitisme. Et je cite une pédagogie rationnelle, libérale et populaire, une école vivante, fondée sur l'observation raisonnée des principes de la production moderne, l'étude de l'organisation du travail social, la discussion des grandes théories scientifiques, la critique historique ou philosophique, l'analyse psychologique et littéraire, la méditation esthétique et morale. Toute citation extraite de l'esquisse de 43. Hein. Alors ce texte, vous voyez, qui est d'orientation assez précise pour une école rénovée de l'après-guerre, confirme hein, le tournant qu'on peut exprimer alors comme une réappropriation de l'héritage intellectuel du républicanisme français commencé au milieu des années 30 avec le Front populaire. Hein. Et au milieu des années 30, cette réappropriation s'était notamment traduite par l'activité d'intellectuels et d'universitaires communistes, Henri Vallon par exemple, René Maublanc, Marcel Cohen, Marcel Prenant, au sein d'une association fondée à la fin des années 20, le Cercle de la Russie neuve, est rebaptisé en 1936 Association pour l'étude de la culture soviétique. Il s'agissait alors de réconcilier, au fond, la critique marxiste avec un tel héritage, et donc on est en plein ici dans la logique du pari, hein, et en la pensant comme l'accomplissement, au fond, de la philosophie des Lumières, ou au moins de ce que la philosophie des Lumières portait d'espérance progressiste. Et plus généralement encore, au-delà même de la philosophie des Lumières, il s'agit de poursuivre au fond la tradition du rationalisme français. Hein, et ça s'est évidemment traduit, j'en parle là, comment dirais-je, en situation, si je puis dire, par la création en 1939 de la pensée, dirigée à l'époque par Cognot et Langevin, hein, revue, dit le sous-titre de la pensée, du rationalisme moderne. Hein, et se fait jour alors une posture de l'héritage. Une posture d'héritage, c'est une formule qu'on emprunte à Marc Riley et que Marc Riley lui-même a emprunté à Lénine, et posture faisant la part belle au travail des contradictions conformément à la conception marxienne de l'approche de la réalité, se traduisant par la reprise critique des noyaux de vérité issus du passé, tranchant ainsi incontestablement avec ce qui a précédé sur le sujet de l'école entre 24 et 34. Alors, cela dit, entre 24 et 34, la période dont a parlé André, il n'est pas interdit de voir quelques éléments de continuité entre cette nouvelle position et l'ancienne. Hein. C'est-à-dire que dans un univers qui était dans les années 20, et surtout à partir de la bolchevisation, dominé par une logique du refus, et il peut apparaître malgré tout comme ce que j'appelle, m'inspirant un peu de Hegel, un travail du négatif, hein, c'est-à-dire la présence d'éléments potentiellement transformateurs de la position initiale. D'une part, le communisme municipal, hein, qui a amené le PC à tenir, non sur l'école bourgeoise, mais sur l'école dans une société bourgeoise, des discours qui supposaient la possibilité d'amélioration. Et d'autre part, la valorisation du modèle soviétique, hein, qui, au fond, grâce auquel le PC dispose en quelque sorte d'un contre-modèle de référence. Et dès cette période, l'idée d'alliance de l'école et de la production, tout comme la promotion d'humanité technique conjuguée aux humanités classiques, ont pu constituer, donc au sein même de la logique du refus, de la logique du soupçon, les éléments d'un nouveau socle culturel, un schéma de transformation du contenu de l'école, à la manière dont Georges Cognot l'a ultérieurement présenté, précisément dans l'esquisse de 44. Voilà.